la deuxième séquence, formée à la transition écologique pour booster son activité. Et je vais proposer tout de suite à Ophélie Alcantara et Maëlle Autray de me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements nourris. Maëlle, pendant que tu grimpes les différentes marches, je rappelle que tu es consultante chez Olea Conseil TPE. Je me permets un tutoiement d'office, désolé. Qu'est-ce que c'est Olea Conseil et pourquoi s'être focalisé sur les TPE ? Donc Olea, c'est une société de conseil basée à Aix-en-Provence. On est une petite entreprise de 16 collaborateurs. Et focalisé sur les TPE, c'était le souhait de mon patron qui avait, avant de créer sa société, accompagné, aidé un paysagiste qui était au bord de la faillite. Et donc, en fait, il s'est dit, il a aidé à remonter la pente. Et il s'est dit, j'adore ça, je veux aider les petites entreprises. Donc, il n'y a pas que des startups, hein, il y a aussi des artisans, des commerçants qui embauchent des gens. Voilà, c'est ça. C'est surtout des TPE que vous accompagnez. Quelle est ta vision du niveau de maturité de ces TPE sur la question de la transition écologique qui est au cœur de cette table ronde sur l'économie, puis on fera le lien entre économie et écologie juste après. On fait beaucoup de parallèles avec la pyramide de Maslow, où dès lors que le dirigeant est encore pas serein sur ses capacités financières, comment il va pouvoir se payer, etc., on ne peut pas évoquer le sujet du développement durable. Ça ne rentre pas dans son état d'esprit. Il a d'autres préoccupations. En plus, c'est souvent des dirigeants qui font 60 heures semaine. Voilà, il y a beaucoup de problématiques. Donc, d'où le fait qu'on accompagne aussi ces dirigeants sur tout type de thématiques financières, commerciales, etc. Et une fois que l'entreprise est sereine et développée, là, on peut commencer à évoquer le développement durable puisqu'elle a atteint un certain stade de maturité qui peut arriver très tôt ou plus tard et du coup se poser d'autres problématiques. Qui relèvent plutôt des questions environnementales notamment. Mais du coup, j'imagine que l'un peut être le levier de l'autre. Et c'est tout l'objet de cette formation, de montrer les liens entre performance économique et performance environnementale. Tout à fait, mais c'est toujours des entreprises quand même qui sont des dirigeants plutôt sereins avec une entreprise qui fonctionne. C'est ça, pour qu'eux puissent entendre ce discours-là. Prendre le temps de mettre une démarche en place. Ophélie, de ton côté, tu travailles à l'OPCO, des entreprises de proximité en Occitanie. Oui. Donc pareil, OPCO, entreprise de proximité, quelques définitions ? Oui. Alors un OPCO, c'est un opérateur de compétences. On est des associations loi 1901 agréées par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que l'État nous a confié la mission de gérer la formation, le développement des compétences via la formation professionnelle continue et l'alternance des entreprises de notre champ. Alors OPCO EP, au niveau national, c'est presque 450 000 entreprises. Et donc entreprises de proximité, de proximité. Ouais. Alors c'est tous les services et commerces que vous allez retrouver en centre-ville, centre de village. Ça va être la boulangerie, le bar tabac, la boulangerie. Raté. Le salon de coiffure, la librairie. Si vous avez la chance d'avoir une librairie chez vous, c'est la pharmacie, c'est le cabinet médical, c'est boucherie, etc. Fleuriste, tout ça. On a un petit pôle santé aussi. Et des professions libérales. On a énormément de branches qui sont très hétéroclites, mais globalement, ce qui fait notre identité, c'est la proximité. Qu'est-ce qui fait la genèse du projet Green Me Up dont on va parler, qui fait c'est un grand programme de formation et d'accompagnement, oui. Avec 2 volets qu'on va détailler juste après. C'est quoi l'origine de cette démarche de formation à la transition écologique dans l'idée de booster l'activité économique ? Alors, initialement, c'est un projet qui a vu le jour en 2019-2020, donc juste avant le Covid. C'était pas la bonne période pour lancer ça. Mais à l'époque, en 2018, quand on a commencé à réfléchir dessus, on ne savait pas encore. Avec une collègue, on était déjà personnellement un petit peu engagés sur ces sujets-là. Et on a eu envie de porter ces sujets au sein de notre entreprise. Et donc, on a essayé de négocier avec l'État, puisque notre financière, c'est la DRETS. Sur ce dispositif, la DRETS, direction régionale. Ouais, alors non, je vais pas savoir exactement, mais en gros, c'est différents ministères déconcentrés en région. Et nous, pour ce qui nous concerne, les OPCO, c'est le ministère du Travail et de l'Emploi, de la Formation, avec la DGEFP, tout ça. Beaucoup d'acronymes, désolée, je vais en dire beaucoup, il faut m'arrêter si j'abuse. On est allé les voir avec un projet en leur disant nos entreprises, elles sont, comme disait Maëlle, elles sont très très loin de ces sujets-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui composent notre champ
sont à 95% des entreprises de moins de 7-8 salariés. Donc c'est vraiment des toutes petites entreprises. Et c'est typiquement le dirigeant qui fait 60 heures semaine, qui est au four et au moulin, qui a absolument pas le temps de gérer ces sujets-là. Donc on est allé voir l'État en leur proposant un dispositif d'information, promotion, formation et d'accompagnement, ce que fait Maëlle sur le volet 2. En 2018. Donc ça a bien pris, on l'a lancé et puis c'était pas la bonne période. Les entreprises n'ont pas été réceptives. Alors c'est notre faute, on a mal communiqué. Mal marketé. Oui, peut-être aussi. Je pense qu'on a mal géré notre cible. Et est-ce qu'il y avait ce lien déjà mis en avant entre environnement et performance économique? Pas assez, je pense. En fait, je crois que l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on était trop sur de l'idéologie. On n'est pas passé par le prisme économique et du coup, c'est ce qu'on a voulu changer sur la V2. C'est dommage de faire l'impasse là-dessus. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des bébés phoques. En gros, je pense que sur la première version, je suis trop allée. Il faut préserver les bébés phoques. Voilà, c'est ça. Et les entreprises ont regardé. Non, absolument pas. Là, il faut juste que je paye moi mes salaires et que peut-être j'arrive à me payer un salaire en tant que dirigeant. Est-ce que du coup, Maëlle, je reviens vers toi, le prisme de l'activité économique, c'est un bon levier de mobilisation des entreprises autour de la question écologique? Oui, il y a vraiment une part de deux dans les entreprises que j'accompagne. Il y a le fait de se dire, en fait, je suis sensible, mais en perso, et je ne sais pas comment le mettre en place en tant que dirigeant d'entreprise. Et ensuite, il peut y avoir, pour les métiers de bouche, par exemple, une question d'énergie. La facture augmente, je suis sûre que je peux faire quelque chose pour la diminuer. Pour tout ce qui est frigo, notamment, four, etc. Sobriété énergétique. Quoi. Tout à fait. Il y a aussi des questions d'appel d'offres. Aujourd'hui, un appel d'offres classique, c'est entre 5 à 20% de la note finale qui va être sur le développement durable. Donc quand on sait quoi dire, ça fait gagner du temps et ça fait gagner des points. Et puis après, il y a des obligations légales qui peuvent aussi arriver. Ophélie, on revient sur la question de l'architecture. On l'a passé un peu vite, et puis après, on aura une petite vidéo qui va nous expliquer ça. Comment ça se construit, ce parcours Green Me Up? Alors, Green Me Up, en fait, c'est un projet très simple, c'est une expérimentation régionale. On s'est un petit peu recentré après l'échec, entre guillemets, de la première version. On a voulu seulement 2 volets, donc un axe 1 avec de la formation. On est plutôt passé sur du micro-learning. My Green Training Box a répondu à notre appel d'offres et nous avons sélectionné pour nous réaliser 2 parcours de formation en micro-learning, donc 2 parcours de 10 capsules. Le premier, c'était sur les fondamentaux du changement climatique, et le deuxième, il me semble que ce sera sur la réduction des coûts, etc. Il faut peut-être encore qu'on en reparle. Et il me semble qu'on était parti là-dessus. C'est vraiment pour sensibiliser au premier niveau nos entreprises adhérentes. Et le deuxième volet, alors c'est ce qu'on appelle le shake-up. C'est la marque OpcoEP pour de l'appui conseil, c'est du consulting. Alors soit on est sur des problématiques générales, plutôt RH, management, etc. L'entreprise sélectionne son consultant et nous on vient financer la prestation. Soit on est sur des projets un petit peu plus pointus comme Green Me Up, et là on passe aussi un appel d'offres et c'est Oléa Conseil qui a été sélectionné avec Maëlle sur ce volet-là. Et donc Maëlle va dans les entreprises, 3 jours pour les moins de 11 et 5 jours pour les plus de 11 salariés, pardon. Et elle les accompagne, elle fait un audit, etc. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. On aura un exemple d'ailleurs qu'on va détailler. Et donc on retient deux formats, un format micro-learning en vidéo pour se sensibiliser ou on va dire réviser ce qu'on a pu apprendre et évoquer dans la partie conseil, et puis justement une partie conseil qui vient véritablement presque plus accompagnement d'ailleurs que conseil. On y reviendra, Maëlle, mais voilà, découvrons la petite vidéo qui explique le fonctionnement de Green Me Up.
Donc une formation, 10 modules pour notamment faire le lien entre changement climatique, gaz à effet de serre, qui est le premier sujet qui vient sur toutes les bouches, et ma performance économique. Tout de suite, on arrive très vite à la question de l'énergie, mais pas que, Maëlle. Je crois que dans les aspects d'accompagnement, c'est pas du tout seulement le cas. Et on va proposer du coup à Aurélie Ferjou de nous rejoindre. On va pouvoir détailler son cas. Aurélie, merci de nous rejoindre et merci d'être là. Vous êtes gérante de CIBC, qui est un organisme qui accompagne l'évolution professionnelle de salariés et de demandeurs d'emploi. Et vous avez été bénéficiaire, vous, de cette démarche Green Me Up. Vous avez mobilisé votre entreprise et vos salariés autour de ces sujets-là. Question simple, pourquoi ? Alors pourquoi ? En fait, c'est peut-être un alignement d'étoiles. À la base, il y avait forcément une réflexion de fond, mais comme je pense dans toute entreprise, sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, sachant qu'on est aussi une société coopérative et que le mouvement coopératif est très impliqué aussi dans ces sujets sociétaux. Donc voilà, il y avait une envie, en tout cas, d'approfondir ces sujets, sans forcément savoir par où le prendre. Il y a eu après un autre élément qui était, alors pas encore une contrainte, mais une forme quand même de contrainte qui risquait de nous arriver. De pression, on va dire. Petite pression. Alors oui, un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre activité, on travaille beaucoup avec des acteurs publics. Nos clients, ce sont Pôle emploi, la GFI, France Compétences, la région. Et ces organismes publics, eux, essayent d'avancer sur ces sujets-là et le traduisent dans leurs appels d'offres. Alors nous, on n'est pas encore sur un système où ça ramène des points, mais où, si on est retenu sur le marché, au bout d'une année de marché, il faut faire un bilan carbone et puis avoir des actions d'amélioration. D'amélioration de l'empreinte. Voilà. Donc là, un petit élément où on se dit, bon, il va peut-être falloir se pencher un peu plus sérieusement sur le sujet. Et puis après, tout simplement l'opportunité, rencontre avec le conseiller OPCO, puisque nous, on est adhérent à OPCO EP, qui vient nous voir pour complètement autre chose, le plan de développement des compétences pour l'année. Et puis, au hasard des discussions, on en vient à parler de ce sujet-là. Et il me dit, ah, mais nous, on a un programme sur ça, j'aurais pas pensé à vous, mais je vous le propose. Et puis voilà, on s'est lancé comme ça. Justement, comment ça se déploie concrètement ? Là, on a un exemple d'un conseiller EP qui déclenche une opportunité. Comment ça se déploie en région, cette démarche Green Me Up ? Alors, les projets, globalement, au sein des OPCO, en tout cas à l'OPCO EP, c'est un service projet en Occitanie qui réfléchit, qui monte, qui va voir les financeurs, qui dépose des dossiers. Ensuite, on market une offre de service qu'on propose à nos conseillers formation. Donc, ce sont eux qui sont au contact des entreprises, qui vont les voir pour parler d'alternance et de plan de développement des compétences, mais aussi des projets un petit peu plus pointus qu'on a à côté. Les conseillers formation sont nos premiers clients à nous au service projet. Donc en fait, on doit vraiment bien leur vendre. On doit rien laisser au hasard. On doit leur donner une offre qui est déjà toute prête. Vous êtes le service marketing et ce sont vos commerciaux, en quelque sorte. Un petit peu, c'est ça. Puisque eux, derrière, sont au contact des adhérents. Et s'il y a une faille sur le projet, si c'est pas tout à fait sexy, etc., eux, ils iront pas le vendre. Enfin, le vendre. Je dis vendre, mais c'est pas un produit. On n'est pas... Au sens large du terme, ouais. Le promouvoir. C'est ça. Et donc, en fait, eux font des rendez-vous avec leurs adhérents. Et puis, en fonction des problématiques que soulèvent les adhérents, ils font le lien avec l'offre de service et proposent celle qui est la plus pertinente à un moment donné. Donc là, il s'avère que Mickaël a beaucoup d'appétence pour Green Me Up et le propose dans tout le Tarn. Donc, on a beaucoup. Maël, il va beaucoup. Ça passe par là, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, Aurélie, est-ce que l'angle économique, du coup, on revient là-dessus, c'est quand même le cœur de cette formation, a été un moteur en soi ? Alors, clairement, à court terme, non, pas du tout. J'ai pas précisé notre champ d'activité. CIBC, on est un centre de bilan de compétences et on travaille plus globalement sur tout ce qui est orientation des adultes. Oui, donc vraiment de la prestation intellectuelle, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de... Voilà, et les grands leviers énergétiques notamment, nous, à part baisser un peu le chauffage... il n'y avait pas vraiment des leviers qui allaient nous faire gagner. En tout cas, qui sautaient aux yeux. On y reviendra avec Maëlle. Il y avait peut-être que quelques petites choses à faire quand même. Il y avait des petites choses à faire, mais on savait, avant d'entreprendre la démarche, que le principal point, ce serait les transports des salariés, mais les transports pour venir au travail. Donc, pas forcément un impact direct pour nous en tant que structure. Donc ça, c'est à court terme. Par contre, un élément toujours important pour les dirigeants, c'est le temps. Moi, ce que j'ai vu comme vraie opportunité se lancer dans la démarche maintenant,
c'était en fait se lancer dans la démarche avant qu'elle nous soit imposée. Et ça, vraiment, quel confort de pouvoir se dire, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'avancer à mon rythme. J'anticipe. Si j'ai pas fini mon bilan carbone cette année, c'est pas grave parce que personne me le demande. J'aurai au moins acquis la méthodologie. Si je repère des actions à mener, mais que je les mène pas tout de suite, au moins j'aurai commencé quelque chose. Et sans l'échéance, et ça, même si c'est pas un impact économique direct, c'est un impact économique quand même, je trouve, pour plus tard. Ouais, mais du coup, est-ce que s'il n'y a pas d'échéance, on n'est pas amené à procrastiner ? Alors l'échéance, elle va arriver. Voilà, c'est ça. L'échéance, elle va arriver. On l'a quand même en tête quand on est dirigeant. Okay. Oui, forcément. Et puis après, il y avait aussi un autre élément qui est pas forcément directement économique, mais qui a quand même un impact. C'est l'appétence de nos salariés sur ces questions-là. Et en termes de marque employeur, même si nous, c'est pas forcément ce qui nous motive en premier lieu, mais c'est aussi des éléments qui ont leur poids, quoi. Oui, pour attirer ou fidéliser des talents au sein de l'entreprise. Maëlle, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, comme on le voit là, d'adaptation de la démarche à des cas particuliers ? Encore une fois, là, on est très loin des métiers de bouche que tu évoquais tout à l'heure. Donc, au moment de cette première phase de diagnostic, il n'y a pas j'imagine qu'il y a un enjeu de personnalisation de la démarche. Oui, tout à fait. Puis c'était l'avantage aussi de l'appel d'offres qui était très ouvert. Donc quand les conseillers m'envoient les coordonnées des dirigeants, je les appelle et je leur présente pas le programme tout de suite. Je leur demande c'est quoi votre objectif lié au développement durable. Pourquoi ? Et donc là, ça va être le boucher qui va me dire ma facture explose. Ça va être donc Aurélie qui va me dire il faut que je fasse un bilan carbone. Une crèche qui va me dire moi je veux que les enfants ils passent moins de temps sur les écrans et plus en nature. Et voilà, selon l'entreprise, il va y avoir un objectif principal. Par contre, nécessairement, je fais un accompagnement global. Donc la crèche, je vais l'accompagner sur son objectif et à côté, je vais voir l'énergie, les déchets, les achats parce qu'ils ont une petite cantine, etc. Et ça va être des solutions au global. Et donc, il y a notamment une boucherie qui n'a pas pris l'accompagnement parce que elle voulait que la partie énergétique. Et là, pour le coup, il y avait vraiment une volonté de diminution d'empreinte. Mais on démarre par ce qui est chaud, ce qui crispe, qui est du coup le premier levier actionné pour embarquer derrière sur une démarche un peu plus globale. C'est ça l'idée. On répond à un problème immédiat ou un enjeu immédiat et hop, on s'engouffre et on permet d'avoir une approche plus globale derrière. C'est ça l'idée. Tout à fait, oui. Aurélie, de votre côté, vous avez fait le choix aussi d'une approche collective. En mobilisant pas mal les salariés. C'est pas qu'un accompagnement propre et individuel du dirigeant, la dirigeante là en l'occurrence, c'est vraiment c'était un accompagnement global, en tout cas une mobilisation de l'ensemble des salariés. Oui, en fait, dans la réflexion qu'on avait, c'était pas une réflexion que j'avais que moi à mon niveau. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est une coopérative, donc on a une majorité de nos salariés qui sont aussi associés et qui ont envie. C'est une SCOP ? Oui, tout à fait, oui. Et donc une majorité de salariés qui ont aussi envie d'avoir un impact sociétal en fait en étant sur ce format d'entreprise. Donc je savais qu'il y aurait une appétence pour ça. Après, je mesurais pas du tout jusqu'où. Et ça a été une assez belle surprise puisqu'en fait on a c'est peut-être pas toujours le cas dans tous les accompagnements, mais nous on a commencé par comme disait Maëlle, notre problème du moment c'était le bilan carbone. Donc là on l'a fait vraiment en petits groupes à partir des personnes qui maîtrisaient les données. Et puis Maëlle après a fait une analyse un peu plus poussée, nous a fait des propositions plus larges au-delà du bilan carbone pour réduire notre empreinte. Et ça a donné lieu à une restitution devant toute l'équipe. Alors pas qu'une. Combien de salariés On est 28. 28, oui, donc c'est ouais. joli. Oui, il y avait du monde. Et l'intérêt de la démarche, c'est que donc il y avait une restitution avec plein de propositions, mais vraiment plein de petites mesures qu'on pouvait mettre bout à bout. Et puis un appel en fait aux salariés en disant qu'est-ce qui vous parle, est-ce que vous pensez que c'est jouable, est-ce que vous pensez qu'on peut le faire, on achète ou on n'achète pas, on n'achète pas, si on achète on met un post-it, on se donne une échéance et puis voilà. Et il y a eu des propositions finalement que moi en tant que dirigeante je n'aurais jamais mis sur la table.
parce que je me serais dit bon, c'est des contraintes pour eux. Voilà, ça va pas leur plaire. Et puis nous en plus on travaille sur plusieurs sites et donc il y a des sites qui avaient envie de faire une chose, un autre site qui avait envie de faire autre chose et donc on va le faire progressivement. Et l'important c'est de faire. Et l'important c'est d'essayer. Donc il y avait beaucoup de leviers à actionner. De mémoire, Maëlle, en tout cas de ce qu'on a préparé, il y avait peut-être 70 propositions. Comment on fait le tri là-dedans et justement, est-ce que ça ne fait pas peur à une TPE de se dire « 70 propositions, par quoi je commence ? Comment je hiérarchise ?» Alors dans la restitution, c'est en 2 phases. Il y a d'abord l'audit où là, je pose énormément de questions et c'est le dirigeant qui va beaucoup parler de son entreprise, de son fonctionnement. Et ensuite, la restitution, où là, c'est moi qui vais plus parler. Et il y a 2 volets dans la présentation que je fais. C'est le volet sensibilisation. Donc, par exemple, je parle à un boucher qui donne encore du papier craft, de lui indiquer le papier craft, c'est 8 fois plus d'eau qu'un sac plastique. Certes, lui se désagrège, mais ça a toujours un impact. Et ensuite vient la slide proposition. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer le nombre de papier craft pris par les clients ? Et donc, à la fin de la proposition, c'est vous la voulez pas. S'ils me disent oui, eh bien là, on la met dans une frise chronologique pour se dire, bon, ça, le premier semestre 2024, je peux le mettre en place. Et donc, la restitution, c'est quand même quelque chose qui dure en 2 à 4 heures, qui est un échange pour vraiment avoir un plan d'action sur 2 ans sur la stratégie développement durable de l'entreprise. Et Aurélie, l'idée, c'est que ça devienne un réflexe. Du coup, chez les salariés, que ce type de restitution vienne nourrir, on va dire, des réflexes et que chacun se pose la question dans son quotidien de, c'est pas que des éco-gestes, il y a des choses aussi plus structurantes aussi sur le fond. C'est sûr que nous, compte tenu de la nature de notre activité, on sait que le levier de l'entreprise elle-même, il n'est pas si important que ça. Enfin, on ne va pas révolutionner, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire en termes d'apport direct, mais sur le plan social, par contre, c'est votre gros sujet, mais sur le plan environnemental, là, vous dites oui, voilà. On a peu de marge de manœuvre. On a peu de marge de manœuvre, mais en revanche, une vraie envie de diffuser. Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de la démarche, c'est Vous êtes une tête de réseau un peu, donc ça va percoler aussi. Oui, et puis c'est aussi de dire, nous, après tout, on peut peut-être pas faire grand-chose, mais on le fait quand même. Toi, salarié à ton niveau, tu peux peut-être pas faire grand-chose, mais tu le fais quand même. Et puis, petit à petit, aller un petit peu plus loin dans les gestes et pourquoi pas aussi le diffuser auprès de nos bénéficiaires. Oui, c'est ça. Du coup, Maëlle, j'imagine aussi une idée d'impact par rebond et effet boule de neige. Là, comme on est en train de l'évoquer, c'est un des choix, un des critères de choix. Et puis, on fera rebondir aussi Ophélie sur qui peut bénéficier de Green Me Up. Oui, tout à fait. L'effet rebond, c'est souvent l'effet qui est sous-estimé des dirigeants d'entreprise. Il y a une entreprise, c'est un des barreaux qui gère énormément d'avocats, qui m'a contacté, qui serait éventuellement intéressé. C'est une petite organisation de base, donc l'idée c'était si c'est que pour apprendre à faire le tri, moi j'ai pas l'intérêt de faire cet accompagnement. Et finalement, en creusant avec cette personne, elle m'a dit nous on est au contact de 8000 avocats. Et là, quand elle m'a dit ça, je me dis, mais en fait, il est là le levier d'action extrêmement fort, où s'ils arrivent à communiquer et à engager une partie des 8000 avocats, l'impact peut être énorme au-delà de la vingtaine, trentaine de salariés qu'il y a dans l'organisation. Ophélie, c'est donc du coup un des critères de sélection des entreprises dans le programme Green Me Up. Oui, le positionnement de la personne et aussi l'ambition du projet, même si Green Me Up est quand même une petite expérimentation. On a peu de place finalement. Normalement, en 2023, on était parti sur 10, 12 et on est monté à 15, 16. On a un petit peu tiré sur les fonds parce que finalement on a eu beaucoup de demandes mais sachant qu'on n'en avait pas beaucoup, on a voulu quand même sanctuariser les fonds sur de beaux projets. Alors ça ne veut pas dire que on a sûrement laissé sur le carreau de beaux projets, mais ce que je veux dire c'est qu'au début on a eu une pharmacie qui venait nous voir pour mettre des bacs de tri. On a dit désolé, vous pouvez le faire tout seul, on n'a pas besoin de prendre des fonds qui peut-être aurait pu servir à Aurélie pour le CIBC ou d'autres entreprises. On a eu de très très beaux projets. Maëlle parlait d'une crèche. C'était un super projet aussi. Donc à la fin, ce qui est marrant, c'est que toutes les entreprises disent la même chose qu'Aurélie. C'était sur l'effet boule de neige. Et puis moi, peut-être que je peux pas faire grand-chose à mon niveau, mais finalement, je le fais quand même et j'y vais. Et en fait, elles nous disent tout ça parce que c'est vrai que les entreprises à proximité,
bon, c'est pas des secteurs de la tech. Oui, on n'est pas sur de la grosse industrie non plus, non, c'est etc. Ça. Mais pour autant, une vraie envie. Elles y vont, elles commencent. À la fois dégager un peu plus de marge peut-être, et du coup de le faire de la manière la plus responsable potentiellement, parce que, comme on l'a dit, ça vient nourrir une dynamique aussi managériale, organisationnelle, commerciale, éventuellement. Et territoriale aussi, parce qu'on travaille sur des bassins d'emploi. Comme on a dit dans le Tarn, c'est assez dynamique sur le sujet de Green Me Up. Alors ça peut être considéré comme un épiphénomène, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'à la fin toutes les entreprises sont très fières d'avoir fait cette démarche, et c'est le premier pas, et nous on les a aidés à monter la première marche, donc nous on est super contents de ça. C'est vraiment une réussite par rapport à la V1, donc c'est génial. Super. On revient sur la question du micro-learning, donc ces petites capsules vidéo. Aurélie, je crois comprendre que pour des raisons techniques, les vidéos sont arrivées après l'accompagnement. Est-ce qu'on peut alors qu'on l'a dit, hein, normalement c'est plutôt l'idée de sensibiliser a priori par le micro-learning et ensuite d'avoir un accompagnement. Maëlle, j'imagine, peut utiliser aussi ça dans son diagnostic en disant tiens, je vous invite à regarder plutôt cette vidéo-là pour démarrer, ça va déjà vous sensibiliser aux enjeux. Est-ce qu'on peut imaginer demain que le CIBC réutilise ces vidéos pour, je sais pas, intégrer un nouveau collaborateur, ou voire même, pourquoi pas, l'intégrer dans vos propres accompagnements que vous déployez auprès de personnes en reconversion? Alors forcément, ça nous questionne sur la façon de les utiliser. Enfin, ça nous questionne dans le bon sens. Hein. L'idée d'avoir ce support, effectivement, pour l'intégration d'un nouveau collaborateur, je trouve que c'est intéressant, plutôt que remettre un livret d'accueil en disant chez nous on est sensible à ça, tu verras, il y a la poubelle. Voilà. Et donc ça permet d'aller plus loin, et puis en plus si c'est dès l'intégration, ça prouve que c'est un vrai sujet, et c'est vrai que d'avoir le support, ça simplifie finalement le geste de passer cette information. Donc là oui, on a vraiment une piste à creuser, et je pense qu'on va l'intégrer. Auprès de nos bénéficiaires, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en fait, nous, on intervient sur l'orientation professionnelle, mais dans une logique de neutralité. Et on n'est pas là pour orienter les personnes vers tel type de projet plutôt que tel autre, quand bien même ce serait notre pendant naturel. Donc, avoir des bases de ressources qui permettent aux personnes de se renseigner sur ces aspects-là, ça c'est intéressant, et donc c'est une base supplémentaire qu'on va pouvoir intégrer nous aux ressources qu'on met à disposition. Après, dans l'idée de prosélytisme, c'est un peu plus compliqué. Oui, je crois que le cadre de la formation professionnelle, auquel vous souscrivez également, hein, si je ne dis pas de bêtises, est très contraignant, Ophélie. Oui, c'est le bonheur de la formation professionnelle, c'est beaucoup de fonds publics, donc beaucoup de règlements européens, des choses qui nous tombent dessus un petit peu comme ça, où on a un cadre qui est très formel, et il faut essayer de vivoter à l'intérieur. Donc nous, on a acheté ces capsules, on les met à disposition de nos adhérents et de leurs salariés. Aujourd'hui, c'est depuis cette semaine, on l'a mis à disposition du réseau OpCoEP, uniquement conseiller formation. Donc c'est passé sur un serveur interne. Vos propres salariés à vous sont c'est ça, parce qu'en fait, par ce biais-là, en tout cas pourront l'être demain. Initialement, c'était pas le projet, puisque moi j'ai une convention Occitanie avec l'État, où en fait j'avais dit que j'achetais pour les entreprises du champ de l'OpCoEP d'Occitanie. Finalement, c'est un petit peu sorti du cadre, puisque le siège national, la direction de la communication a vu ces vidéos et a dit mais c'est super, pourquoi tu les mets pas à disposition de tout le réseau. Donc, voilà. Pour que les conseillers eux-mêmes soient sensibilisés et du coup puissent prêcher la bonne parole entre guillemets de Green Me Up en ayant eux-mêmes bénéficié d'une partie de cet accompagnement. Pour le moment, c'est vraiment interne, puisqu'en fait Green Me Up c'est Occitanie, donc on peut pas le vendre à l'extérieur. Donc, mais déjà, nous, en termes de ressources humaines, déjà, il y a une avancée. Ils ont envie de faire des choses, et ils ont saisi l'occasion que des ressources avaient déjà été créées. Donc, plutôt que de refaire, de repayer, etc., je trouve ça très bien, c'est très vertueux. Maëlle, est-ce qu'on peut revenir sur la diversité des TPE accompagnées et la diversité des enjeux du coup, parce que là, on a eu un exemple très concret avec Aurélie, mais tu le disais, avocats, bouchers, crèches, voilà, quelques exemples, on va dire, de leviers qui ont pu être actionnés. Oui, là, typiquement, je reviens de l'Aveyron pour une charcuterie.
Et donc, cette entreprise, de base, elle est déjà sur une thématique, on va dire, low-tech, dans le sens où, là où ils sèchent leurs saucissons, ils utilisent même pas de chauffage, ce qui se fait traditionnellement, et les services vétérinaires sont toujours très choqués, mais leurs données sont toujours très propres. Et là, l'idée, c'était, on utilise encore un peu de chauffage pour l'humidité, en fait, pour être sûr d'évacuer l'ensemble de l'humidité là où il y a nos saucissons. Et donc là, l'idée, c'était, ok, pourquoi pas un déshumidificateur. Et c'est lui le premier qui m'a dit, non, on va pas rajouter un matériel, un appareil. Et là, je lui ai dit, j'ai déjà fait un accompagnement pour un crématorium, donc comme quoi il y a vraiment tout type d'entreprise. Ouais. Voilà. Et là, l'idée, c'était, ok, vous avez un problème avec vos les fours, consommations énergétiques, de fait. De gaz en plus. Donc, il y a eu la problématique du prix du gaz qui a fortement augmenté. Et donc, l'idée pour la charcuterie comme pour le crématorium, c'est de leur dire, eh bien, allez voir des écoles comme j'ai proposé l'école des mines d'Albi ou toute autre école d'ingénierie. Il y a bien des élèves qui veulent des thématiques un peu particulières ou des thématiques originales. Et du coup, qui pourraient vous aider aussi bien pour le four, savoir s'il n'y a pas finalement des fuites quelque part, et surtout être sûr de récupérer la chaleur fatale issue de ces fours, et pour la charcuterie, de savoir comment mettre en place un système pour assécher l'humidité de la pièce sans utiliser des appareils électroniques. D'autres exemples, donc là, un gros sujet autour de l'optimisation énergétique, mais j'imagine qu'il y a d'autres, on va dire, gros morceaux, gros chapitres qu'on peut aborder dans des TPE autour, par exemple, des achats responsables. Oui, c'était le cas pour un vétérinaire. Ils avaient accessible des jouets pour chiens et toute autre chose pour les animaux. Et là, l'idée, c'est de laisser le choix au client d'avoir un produit responsable, d'avoir une gamme de produits responsables. Ce que j'ai aussi proposé aux pharmacies, la plupart ont un petit rayon local, mais d'étoffer ce rayon et surtout de le mettre en avant, puisque le marketing des grosses marques qu'on retrouve en pharmacie, il y a énormément de budget pour que les pharmacies mettent en avant leurs produits, mais pour les petits producteurs locaux, c'est la personne qui va aller démarcher la pharmacie et dire est-ce que vous voulez bien mettre mes produits, et eux les mettre généralement dans un coin assez discret. Donc c'est donner de la valeur ajoutée à des entreprises qui ont moins de budget marketing et qui surtout produisent de manière éco-responsable. Sur la question des crèches, tu parlais de comment on fait en sorte de revaloriser peut-être les déchets de la petite cantine, ou de créer des animations pour faire en sorte que les enfants n'aient pas le nez rivé sur les écrans. Là aussi, il y a des enjeux à faire se connecter différents acteurs locaux. Tout à fait, c'est une question de territoire. Les dirigeants d'entreprise ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir un impact dans la vie du salarié sans avoir l'impression de s'immiscer dans sa vie perso. Mais par exemple, là c'était plus vis-à-vis des parents dans le cas de la crèche, de recréer une connexion locale, territoriale. Donc c'est une crèche à Castres. Et en allant à un restaurant dans cette ville, je voyais tout plein de prospectus d'événements. Et m'est venue l'idée que finalement la crèche, c'est un point où les parents ils vont tous les matins, où ils peuvent retrouver des événements qui ont lieu dans leur ville. Et l'idée, c'est regardez tout ce qui se passe dans votre ville, sortez votre enfant, ça sociabilise les parents et les enfants. Et si les enfants sont à un concert, du coup ils sont pas non plus devant un écran. Parce que c'est aussi les parents qui sont souvent sur les écrans, on peut se le dire. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que c'est pas qu'une question technique, on va dire, cette question de la prise en charge de l'environnement dans mon modèle d'affaires, c'est aussi une question managériale. Oui, c'est très créatif. C'est ça. Je me retrouve à faire des recherches sur comment fonctionne une chambre frigorifique, mais aussi à me dire comment est-ce que je peux faire sortir les enfants de chez eux dans la nature. Ophélie, une remarque là-dessus ? Oui, en fait, ce que je remarque, c'est que Maëlle et les autres consultants sur d'autres dispositifs, en fait, en étant une ressource externe, sont une forme de soutien à la légitimité du dirigeant et de la dirigeante. C'est-à-dire que peut-être qu'Aurélie avait des idées pour faire des choses au CIBC, mais que finalement, toute seule, peut-être, c'est plus difficile parce qu'on a, je sais pas, on a les pressions hiérarchiques, subjectives, en fait, du contact au quotidien avec les salariés. Et Maëlle arrive dans l'entreprise, elle est libérée de toutes ces contraintes. Et donc, elle a cette légitimité de l'expert aussi, en disant, voilà, il faudrait, si vous le voulez bien, faire ça pour arriver là. Et je remarque que tous les dirigeants
dirigeants nous disent finalement avec un consultant c'est beaucoup plus facile. Bon déjà il sait faire, etc. Il a d'autres techniques que nous, mais même si on était sur les mêmes idées, sur les mêmes sujets, finalement c'est un coup de pouce qui est non négligeable et tous me disent mais j'aurais dû le faire bien avant. Oui. En fait j'aurais dû faire venir Maël ou d'autres bien avant parce qu'en fait moi, ils m'écoutent pas les salariés. Je leur dis. Pour autant, ça reste une condition clé. C'est-à-dire que l'engagement du dirigeant, on l'a vu, et de la dirigeante reste une condition sine qua non de la mise en œuvre de ce type de démarche. Pour conclure, et peut-être Maël, enfin avant de passer la parole à la salle, on entend beaucoup parler d'éco-anxiété, de contraintes réglementaires liées à l'environnement. Est-ce que tu n'as pas face à toi des dirigeants qui disent c'est bon quoi, mais franchement, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas le temps, pas l'envie. J'ai d'autres chats à fouetter, et puis surtout, ou alors d'autres qui se disent waouh, mais comment je vais gravir cette montagne, comment on gère cette frustration, anxiété, peut-être pour certains déni, pour se protéger finalement d'enjeux environnementaux qui deviennent grandissants. On est de plus en plus au pied du mur, mais on se dit waouh, je préfère pas trop regarder ça. Alors c'est la qualité du défaut de Green Me Up, le fait que ce soit très limité à une quinzaine d'entreprises, c'est que du coup c'est que des dirigeants qui sont motivés dans la démarche. Là où c'est important, c'est plus la sensibilisation, notamment des salariés, d'où aussi les micro-capsules vidéo sur le changement climatique. C'est de donner un cadre à tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau dans la connaissance des enjeux du changement climatique. En France, il y a entre 30 et 40% encore de personnes qui doutent de ce que disent les scientifiques sur le changement climatique. Donc il y a un réel devoir d'informer, et ces micro-vidéos, ça permet en moins d'une heure d'avoir les bases sur ces sujets-là. Et ensuite, du coup, on peut aller sur pourquoi, avant de contraindre, même si la plupart des choses que je propose, c'est pas censé être vu comme une contrainte, c'est vraiment d'accueillir le changement, justement. Oui, c'est plus un levier qu'une contrainte. Tout à fait, ouais. Un levier d'anticipation, Aurélie le disait bien. On va prendre une question de la salle, si vous en êtes d'accord. Bonjour, donc moi je suis Fatima Rafik à la région Occitanie, direction de la formation. Merci beaucoup, c'était super intéressant d'avoir ce retour d'expérience de la démarche de l'OPCO-EP. Ma question c'est, est-ce que c'est partagé avec les autres OPCO ? Parce qu'on parle, c'est un vrai sujet finalement, numérique responsable. Il y a la question aussi du commun, voilà. Mais en même temps, il y a la question de modèle économique à préserver pour ceux qui produisent des ressources, clairement. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'institutionnel, on se dit à un moment donné comment nous, on peut impulser cette question du commun en termes de numérique et de ressources. Alors, merci pour votre question. Je ne savais pas qu'il y avait un financeur dans la salle. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Alors, pour le coup, la DRETS nous fait des appels du pied à tous les OPCO. Donc, nous, on y a répondu aussi en partie. C'est-à-dire qu'il y a des appels à projets qui sortent. En ce moment, c'est vraiment le sujet avec l'IA. Ils sont à fond dessus et tout ce qu'on peut leur proposer sur ces sujets-là, ils prennent. Donc, je sais que tous les OPCO sont sollicités. On ne travaille pas en inter-OPCO, c'est dommage. Mais pour le coup, on a des secteurs très très différents et nous vraiment on est sur les toutes petites entreprises. Je pense quand même que, alors en ce moment il y a une plateforme qui est en train de se monter en Occitanie où j'ai été sollicitée, mais c'est vraiment très très récent. Je crois qu'il y a un sujet comme ça pour travailler en intersectoriel. À ce jour, pas encore. Et nous, de toute façon, globalement, même sur d'autres sujets, on travaille très peu avec les autres OPCO. On est très sur notre champ. Confère le cadre un peu contraignant de la formation professionnelle aussi, qui à mon avis limite les marchés à chacune des branches, j'imagine. C'est ça. Même entre les régions, du coup, à Aix, on est en région PACA, et j'ai rencontré les personnes qui sont de l'OPCO-EP en PACA, et pour le coup, ça ne se fait pas encore, même s'ils en ont envie. Il semblerait ne pas avoir le budget ou du moins l'envie encore de passer le cap sur ce qu'a pu faire leurs collègues en Occitanie. Moi, j'ai une question pour vous, je me permets, puis je repasserai la parole à la salle. On parle de transition écologique et par l'économie ou la prise en charge de l'environnement par l'économie. En tout cas, le lien entre comportement individuel, modèle économique des entreprises et impact environnemental. On entend de plus en plus parler, et notamment dans le secteur agricole que je connais mieux, de modèles d'affaires qui relèvent de l'économie de la fonctionnalité, où je vends une garantie de résultat plutôt qu'un produit, ce qui a pour conséquence de limiter le prélèvement de ressources.
Est-ce que c'est des sujets qu'on peut évoquer dans le cadre de Green Me Up, de venir vraiment à la racine du modèle économique même de l'entreprise ? C'est marrant parce que lundi, j'ai été voir une entreprise qui a commencé l'accompagnement Green Me Up, qui vend du matériel de motoculture. Et selon la sensibilité du dirigeant, et là, ça a été le cas avec lui, ce sont deux frères qui écoutent du Jean Covici tous les jours et qui, quand je l'ai eu au téléphone la semaine d'avant, me dit moi, de toute façon, mon modèle économique, et vu ce que je vends, je peux rien faire, quoi. Et en fait, en échangeant avec lui et en voyant à quel point il était ouvert au sujet, l'idée durant la restitution, c'est de lui proposer un changement petit à petit du modèle économique pour aller vers une vente de services plutôt que de marchandises. C'est ça. Pour éviter de produire. Surtout qu'il y a énormément de particuliers, notamment, qui n'ont pas besoin de certains matériaux bien spécifiques pour leur jardin tous les jours. Et donc, c'est... voilà. Donc, je vendrais des mètres carrés tondus plutôt qu'une tondeuse, par exemple. Alors, pour la tondeuse, je ne sais pas. Je crois que les gens sont peut-être pas encore prêts. Mais en tout cas, ou peut-être plus pour les pros, mais plus vraiment un outil qu'un particulier utiliserait une fois tous les 3 mois. Petit peu perceuse, le louer, voilà. Exactement. Confère les polémiques qu'on a pu entendre sur les différentes pubs ADEME qui sont passées à la télé sur le fameux dévendeur, où on propose... J'ai failli leur dire à l'entreprise, à la restitution, je me tâte à leur... Je pense que là, on peut le montrer. C'est des vidéos, je ne sais pas si vous les voyez toutes, mais elles sont hyper interpellantes. Grosso modo, on a un conseiller dans un magasin qui recommande de ne pas acheter plutôt que d'acheter, en disant ton pull, il est déjà très bien comme ça. Ou alors, tu vas voir la location plutôt que l'achat. Pour une perceuse, tu n'en as pas besoin tous les jours. Et donc, de limiter de ce fait-là l'impact environnemental par le prélèvement de ressources. Parce que c'est très contradictoire, on nous demande énormément de choses et quand on va à la rencontre des dirigeants de ces petites entreprises, lui par exemple, les gros fournisseurs lui disent « Ah, tu veux cette super tondeuse ? Eh bien, je te vends aussi le présentoir à 2 000 €. » Et lui, donc, il va dire « Ben non, je peux le fabriquer, mon présentoir. » Ah non, mais si tu veux la grosse machine, tu es obligé de prendre ça. Et donc, en fait, on leur vend 1 milliard de choses à côté de ce qu'ils veulent réellement acheter pour être sûr que... Et là, on est dans un système où ils peuvent avoir un pouvoir de décision que s'ils sont suffisamment gros. Donc, c'est le cercle vicieux où l'idée, c'est aussi qu'eux puissent réussir à combattre ça. Et c'est difficile. Et encore une fois, le cœur du sujet, c'est les modèles économiques des entreprises. Aurélie, de votre côté, encore une fois, on est sur une approche un peu différente, vu que c'est de la prestation intellectuelle. Donc votre prélèvement de ressources, il est relativement faible. On le disait, par contre, il y a quand même un sujet de transport. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des façons innovantes d'imaginer interagir avec vos bénéficiaires en allant les voir plutôt qu'eux viennent? Enfin, je ne sais pas. Comment vous anticipez cette question-là et d'aller maximiser l'impact et la valeur en limitant l'empreinte? Alors, on est au tout début de la réflexion quand même, donc pas forcément des solutions à présenter là, mais la première réflexion qu'on a, c'est de dire comment, tout doucement, on peut inciter les gens à venir. Alors, on est encore beaucoup sur une action où on est sur du présentiel, alors, on est déjà beaucoup en proximité, puisqu'on intervient sur le Tarn et l'Aude, mais avec beaucoup de sites qui font que on ne demande pas aux gens de venir que à Albi ou que à Castres. Mais en tout cas, la réflexion qu'on a en ce moment, c'est de dire comment on peut inciter les personnes à prendre peut-être plus souvent les transports en commun. Et en fait, tout simplement, les confirmations de rendez-vous, l'accompagner d'un plan très détaillé ou de consignes très détaillées sur où est l'arrêt de bus, à combien de temps il est de tel point important, et peut-être petit à petit faire se dire aux gens ah oui, après tout j'aurais pu venir en bus. On réfléchit aussi à mettre des racks à vélo, parce que tout simplement aujourd'hui laisser son vélo dans la rue, le rentrer dans l'entrée, c'est un peu compliqué. Et peut-être que tout simplement de voir que c'est possible, on se dit ça peut peut-être entraîner. Avec une petite protection au-dessus pour éviter que la selle soit mouillée, ça marche encore mieux. Ophélie, le mot de la fin sur ce lien justement entre comportement individuel, modèle économique, impact systémique, c'est comment on sauve le monde, Ophélie, Comment on y arrive? Alors... Non, mais tout simplement, est-ce que comment vous intégrez ça de manière plus concrète dans le fonctionnement des OPCO et dans la conception, le design de formation, parce que là, on a éducation digitale responsable, c'est le sujet du jour. Comment ça vient, véritablement nourrir concrètement le travail des OPCO aujourd'hui? Alors, vous êtes un peu, encore une fois, en tenant les cordons de la bourse, même si on a compris que
il y a une bourse plus grosse au-dessus avec l'État et les régions. Oui. Vous avez un pouvoir d'influence très fort, hein, du coup, sur le contenu des formations. Alors, en achetant, oui, en étant client, en achetant directement, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire on pose un marché public et puis après répond qui veut et nous, on diffuse. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec cette expérimentation, là où à l'époque, au niveau de la V1, on avait 0 région qui allait sur ces sujets-là. Occitanie, c'est la première à travailler dessus. Ils nous ont regardé nous prendre les pieds dans le tapis. Et puis maintenant, toutes les régions m'appellent pour me dire mais qu'est-ce que tu as mis dans Green Me Up ? Comment est-ce que je peux faire ? Qui est ton financeur ? Comment ça se passe, etc. Alors, c'est aussi, c'est pour rebondir aussi sur la question de la région, c'est aussi une question de personnes, même à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, en région Occitanie, on a vraiment la mentalité projet qu'on a ramené de l'ancienne AGFOS PME, parce qu'on est des entreprises fusionnées. On a cette tradition de faire des expérimentations régionales sur plein de sujets, et on a la chance d'avoir des financeurs qui nous connaissent bien, qui sont à notre écoute et qui nous suivent dès qu'on a des sujets. Là, ce que je vois, c'est que ça fait des petits au niveau du réseau OPCOP. Le niveau national s'en saisit, donc peut-être que dans 5 ans, on aura quelque chose, parce que c'est un petit peu plus long encore. Voilà, moi en tout cas, je suis contente parce que toutes les entreprises me disent je pensais pas que c'était pour moi, je pensais pas que je pouvais y aller, que mes salariés ça créerait, je sais pas, il y a un enthousiasme, une émulation, ouais, je sais pas, un regain de bonne ambiance, etc. Vincent pour le machinisme agricole qui est allé voir Maël m'a fait un super retour de leur premier rendez-vous. Il avait fait d'autres accompagnements auparavant sur d'autres sujets. Il est convaincu que voilà les petites marches comme ça au fur et à mesure on arrive on se retourne et puis on se rend compte qu'on a gravi quand même une petite montagne peut-être. Donc voilà, moi je suis contente à mon petit niveau en tout cas. Je vois que ça fonctionne et on va essayer l'année prochaine de faire un petit peu plus loin, un petit peu plus cher au niveau du dispositif. Ouais, voilà, on va essayer de mettre un petit peu plus d'argent. C'est ça. Ouais. Et du coup, on comprend que les petits ruisseaux font les grandes rivières, de la même façon qu'on a besoin peut-être de mesures très systémiques et structurelles pour révolutionner un peu nos modèles économiques. Ça commence aussi par la mobilisation, la sensibilisation et la mise en action des TPE, parce qu'encore une fois, c'était aussi le sujet, c'est elles qui recrutent beaucoup de monde et qui font vivre les territoires. Merci à toutes les trois pour ces témoignages. Merci à vous.